Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV diffusé sur notre chaîne Figaro TV. Je suis accompagné aujourd'hui de Cécile Brelot. Ça va Cécile ? Très bien Nicolas, en pleine. C'est vendredi, c'est le dernier de la semaine, c'est évidemment la cerise sur le gâteau, puisque notre invité du jour est à la fois un journaliste, un écrivain, une voix. Ne vous fiez pas à son côté débonnaire, car sous ses airs de garçon poli se cache un incroyable conteur d'histoires absolument épouvantable. Je vous préviens tout de suite, pendant 10 ans, il a donné des sueurs froides avec l'heure du crime sur RTL. À la télé, il a fédéré des millions de téléspectateurs sur TF1, dans des émissions cultes comme Père Dudu ou Témoin numéro 1. Désormais, c'est dans les livres qu'il poursuit son éternelle passion du crime. Bonjour Jacques Pradel. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. L'univers du crime, c'est le titre de votre nouveau livre qui est paru cette semaine aux éditions du Rocher. C'est une trentaine d'histoires criminelles célèbres de toutes les époques. Alors ça va de récent, on parle de Gianni Versace, de Thierry Paulin. Et on va jusqu'au Dahlia Noir, jusqu'à Émile Zola. Et vous débutez votre ouvrage d'ailleurs par une citation de Voltaire qui dit « On est criminel quelquefois plus qu'on ne le pense ». Qu'est-ce que ça veut dire, Jacques ? Ça veut dire que moi, je ne suis pas du tout fasciné par... Non, je ne suis pas du tout, évidemment. Mais je ne suis pas du tout fasciné par la criminalité organisée. Ça ne m'intéresse pas. Les gendarmes et les voleurs, tout le monde connaît la règle du jeu. Les voyous, les premiers, ils se font prendre, ils vont en prison. C'est la règle du jeu. Vous n'avez pas trop le sang non plus, le morbide, tout ça, c'est pas... Ni le sang, ni le macabre, ni le morbide. Bon, ce qui m'intéresse et même ce qui me passionne, c'est l'enquête d'abord, et c'est le scénario du crime qui change à chaque fois en fonction des personnalités des auteurs, et c'est surtout le décryptage qui m'intéresse, c'est-à-dire comprendre le pourquoi du comment, et c'est, j'allais dire, le crime à la Simenon qui m'intéresse, c'est-à-dire le crime de monsieur et madame tout le monde, quoi. Parce que le genre ordinaire avec quelque chose mais il y a le passage à l'acte. Alors, vous, moi, on se connaît pas intimement, mais on a tous eu un moment dans la vie, dans notre vie, envie de se débarrasser de quelqu'un. Mais 99,99% des gens, dont nous, ne passent pas à l'acte. Nous ne passons pas à l'acte. Bien sûr. Alors, pourquoi on passe à l'acte ? C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une accumulation de circonstances qui sont toujours différentes d'une personne à l'autre et qui font que la personne, homme ou femme, l'auteur du crime, va considérer, va être dans une sorte d'entonnoir mental et va considérer que en tuant la personne qui symbolise son problème, le problème va disparaître. Et qui va sortir de l'entonnoir. Il se trompe, évidemment. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent chez vous, parce qu'il y a 2 ans, vous avez reçu ici, pour la sortie du magazine, vous vous souvenez, Chronique criminelle, et je me souviens de votre premier édito, vous disiez... je cite, « Ces criminels nous touchent parce qu'ils sont le reflet de notre propre faille, de nos propres failles. » Ça veut dire qu'il y a un monstre qui sommeille en chacun de nous, possible, potentiel. Oui, alors c'est un peu ce que dit Voltaire. C'est ça, un peu ça, oui. Merci Jacques, on va passer tout de suite aux news médias qui sont faites par Cécile Brelot. On reparlera juste après de votre livre. On est Marseille News Média, Cécile, avec le décès hier de Daniel Bilalian. Oui, c'est l'AFP qui l'a annoncé. L'ancien présentateur des JT et directeur des sports sur France 2 s'est éteint à l'âge de 78 ans, des suites d'un cancer de la prostate. Donc de nombreuses personnalités du PAF lui ont rendu hommage, donc de Nelson Montfort à Michel Drucker. Oui, beaucoup de gens, notamment du service des sports, qui a dirigé pendant 16 ans à France TV. Vous le connaissiez, Daniel Bilalian ? Vous aviez croisé sa route ? Je ne le connaissais pas intimement, mais on s'est beaucoup croisés à France Télévisions et peut-être à France Inter aussi, je ne me souviens plus trop. Mais à l'époque, vous l'avez connu quand il faisait les JT ou sa période sport plutôt ? Non, les JT. Les JT, oui. Et je savais qu'il était passionné de sport, on en avait parlé ensemble, et donc je déplore évidemment, un peu que déplorer la disparition d'une grande figure comme lui, mais de quelqu'un comme lui qui a vraiment compté pour l'information du public, tout simplement, même sans employer le grand mot. Absolument, oui. Voilà. Avec 78 ans, Michel Drucker, il disait hier, c'est bien trop tôt pour partir, et c'est vrai qu'on est d'accord avec lui. On continue ces news médias avec le témoignage, celui-ci très fort, de Muriel Robin, c'était sur BFM. Oui, l'humoriste et comédienne, elle était l'invitée donc de la chaîne d'information mercredi pour revenir sur un documentaire qui avait été diffusé la veille.
Ça s'appelle L'alcool au féminin et dans lequel elle témoignait de ses 30 ans d'alcoolisme. Mais face à Maxime Soutek, Muriel Robin développe les causes de son addiction et révèle sur le plateau qu'elle a été violée à l'âge de 10 ans et qu'elle en a encore les images. Et ceci s'en est suivi d'un très long déni qui l'a plongée dans l'alcool. Est-ce que la médiatisation comme ça de faits divers, c'est aussi une bonne chose? La prise de parole, par exemple, dans le cas de Muriel Robin, ça peut aussi encourager d'autres personnes à le faire. D'autres personnes qui se taisent ou qui ont peur de parler ou qui hésitent parce qu'elles sont sous l'emprise de quelqu'un qui les a amenées à cultiver cette maladie, finalement. C'est important. Et je pense que ça joue de façon plus large sur l'évolution de notre société, l'évolution positive de la société, parce que elle a parlé de viol, et Dieu sait si dans les affaires criminelles on rencontre beaucoup dans les vôtres, oui, il y en a régulièrement d'affaires de viol. Oui. Et là, la société a vraiment évolué ces 20 dernières années. Mais il y a 20 ans, les violeurs étaient condamnés, quand ils étaient condamnés à 7-8 ans de prison, c'était bien le maximum. C'était très faible. Et il y avait toujours quelqu'un dans un procès, parfois le président, parfois un avocat de la partie civile, ou de la partie d'un défenseur du violeur, qui disait « Mais mademoiselle, vous étiez habillée comment ?» Sous-entendu, vous l'avez cherché quand même. Bon, c'est fini, oui, ça. C'est vrai que ça existait ça à l'époque. C'est fini aussi le crime passionnel. Le crime passionnel, toujours plus grave quand c'est une femme qui tue que quand un homme tue. Bertrand Cantat a eu 7 ans de prison, je crois. Il est sorti au bout de 4. Oui, au final, voilà. Mais à l'époque, c'était trop peu. Le crime passionnel, c'est un crime de pulsion, donc voilà, on comprend, c'est pas un serial killer, etc. Maintenant, le crime passionnel est devenu, dans le code pénal actuellement, en France, le crime contre conjoint, et c'est passible de la perpétuité. Et on peut dire que c'est bien. Ce qui semble tout à fait normal. Mais vous pensez qu'il y a des procès, des tueurs qui n'ont jamais été trouvés à cause de cette omerta, justement à cause du fait que des gens n'ont pas parlé, n'ont pas témoigné? Bien sûr, soit parce qu'ils menacent directement des gens, soit simplement parce que les gens ont une sorte d'indifférence aussi, ou ne veulent pas se créer de problèmes, ne veulent pas témoigner, enfin, c'est courant, les policiers savent ça très bien, mais d'une manière générale, vous allez dire que je suis optimiste en ce moment, parce que, peut-être à cause du livre que j'ai fait l'an dernier avec le général Daoust, la police scientifique vient combler des manques qu'on avait. Voilà, et on aura... alors, je ne veux pas dire qu'on n'aura plus jamais besoin de témoignages, mais il faut du courage pour témoigner. C'est quelque chose de très particulier. Il ne faut pas se moquer des gens, et il ne faut pas se moquer non plus des femmes qui sont sous l'emprise d'un homme violent, par exemple, parce que au bistrot du coin ou dans le salon, les gens disent « Ah oui, mais enfin, pourquoi elle est restée avec ce type elle avait qu'à s'en aller. » Mais c'est pas facile. Non, c'est pas toujours si simple, effectivement. C'est pas simple du tout. On termine ces news, Cécile. Le chiffre du jour, le 9. Oui, pour le programme de Cyril Hanouna, attention, jeu de mots, ça arrive, tout beau, tout neuf, car il sera diffusé sur la chaîne secondaire du groupe M6. Oui. Avant la rentrée, David Larramendy, donc le président du groupe, a délimité, je cite, les limites claires donc à ne pas franchir. En voici quelques-unes. Pas de promotion de fake news, pas de discours politisé, pas d'attaque ad hominem. Donc Hanouna aurait accepté cette charte éditoriale. Reste à savoir s'il va s'y tenir ou si l'histoire va se répéter comme dans Touche pas à mon poste. Oui, ça, on verra ça à la rentrée. Le phénomène Hanouna, vous en pensez quoi? Vous m'aviez dit avant que vous l'aviez découvert sur RTL à l'époque où il faisait La Bonne Touche avec Jean-Pierre Foucault. À l'époque de son émission avec Jean-Pierre Foucault. Juste avant qu'il crée Touche pas à mon poste sur France 5. Voilà, et puis ensuite il est devenu Cyril Hanouna, en fait, quoi. Parce qu'à l'époque, il n'était pas très connu. Quelqu'un qui avait un humour et un sens de la répartie formidable, qui expliquait son ascension professionnelle avec Jean-Pierre. Mais après, bon... Ça devienne un phénomène comme ça. Comment vous le trouvez? Vous avez regardé déjà son émission? Vous y avez été invité ou pas? Non, c'est pas ma tasse de thé. C'est moi votre tasse de thé. Mais la fin de C8, pour vous, est-ce que c'est logique au vu des sanctions, ou est-ce que ça reste une décision politique
politique. Bon, c'est vrai que le groupe Canal+ a beaucoup dit c'était contre eux, contre Vincent Bolloré, contre Hanouna. Après, il y a eu des sanctions aussi de l'Arcom, fortes. Oui, bien sûr, mais je crois que je n'ai pas d'avis, je ne veux pas donner d'avis sur la question, parce que j'ai aucun titre à dire c'est bien, c'est mal. Enfin, vous connaissez la télé. C'est vrai que la disparition d'une chaîne, c'est rare. C'était la première fois que ça arrivait. Oui, puis ça coûte beaucoup d'argent aux gens dont on supprime le travail. Voilà, mais bon, c'est vrai que le scandale, de toute façon, alors à la fois crée la popularité, mais crée aussi l'évasion de la publicité. Or, comme beaucoup de chaînes vivent uniquement sur la publicité, ces chaînes privées, bien sûr. Peut-être que l'Arcom a retiré une épine du pied de C8 aussi, allez savoir. Peut-être. C'est dit en tout cas. Merci beaucoup Cécile, c'est fini ? C'est fini pour aujourd'hui. D'autres news dès lundi, il vous faudra patienter tout le week-end. D'ici là, place à l'entretien du Buzz TV. Nous sommes avec Jacques Pradel. L'univers du crime, c'est donc le titre de votre dernier ouvrage paru aux éditions du Rocher cette semaine. Une trentaine d'histoires de faits divers connus, je l'ai dit. On parle de Thierry Paulin, de Marcel Barbeau, Simone Weber, Caroline Dickinson, Robert Boulin. Mais il y a aussi des célèbres, Agatha Christie, Émile Zola, Yann Piat, Léon Trotsky. Agatha Christie, c'est pas un meurtre. Non, c'est pas un meurtre. C'est une énigme, évidemment. On en parlera. Gianni Versace. J'ai une première question assez simple. C'est comment vous avez fait votre choix là-dedans, Jacques ? Parce qu'évidemment, il y en a du choix à faire. Vous avez un peu varié les époques. Oui, absolument, mais le choix n'a pas été difficile. J'ai choisi des histoires qui m'ont marqué, pour une raison ou pour une autre. Vous, c'est les histoires qui vous ont marqué, vous. À chaque fois différentes, si vous voulez. Le scénario, de l'histoire, la personnalité de l'auteur, homme ou femme, la personnalité de la victime, l'époque à laquelle ça s'est passé, par exemple, parce que je raconte, par exemple, dans ce livre, je crois que c'est la plus vieille histoire que je raconte, fin du 19e siècle, 1889, l'histoire de la première malle sanglante qui a fait la une de la presse, parce qu'il n'y avait pas la radio, il n'y avait pas la télévision, mais il y avait une presse qui tirait à 1 voire 2 millions d'exemplaires par jour, à l'époque, en plusieurs éditions. Il y avait l'édition, à l'époque, il y avait les vendeurs de journaux qui, dans la circulation, qui vendaient disaient, les dernières nouvelles, etc. Une femme découpée dans une malle. Mais des faits divers, comme vous racontez, il y en a des centaines, des connus aussi. Oui. Est-ce que vous prévoyez, par exemple, de sortir d'autres numéros, de faire un peu comme une collection ou... C'est non, parce que, si vous voulez, bon, je reste instinctif à la fois, et quand j'ai envie parce que, par exemple, chaque livre a toujours un peu son histoire. C'est soit une conversation avec des amis ou avec des journalistes, soit... Par exemple, des salons du livre où on signe pour le public. Moi, j'aime beaucoup les salons du livre parce que ça permet, en général, à la radio ou à la télévision, on ne voit pas ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent. Et dans les salons du livre, c'est un moment de contact avec le public. Et on peut mieux savoir qu'est-ce qu'ils en pensent, quelles sont les histoires qui les ont le plus frappés, etc. Et dans ces conversations-là, il y a toujours une question qui revient. Je peux l'écrire avant, si vous voulez, d'y aller. C'est, alors, parmi les centaines d'histoires que vous avez racontées, est-ce qu'il n'y en a pas une qui est pire que les autres ? C'est ça que ça veut dire. Alors je réponds toujours, non, il n'y en a pas une, il y en a peut-être 10, 20, 30. Voilà, celle que vous avez choisie. Et j'ai fait le choix. Et le choix, il est très simple à faire parce que ce sont les histoires qui me reviennent en mémoire sans consulter mes propres archives, si vous voulez. Alors, il y a effectivement des histoires de meurtres célèbres dedans, mais pas que. Il y a aussi des énigmes criminelles, il peut y avoir des disparitions, des morts mystérieuses. Par exemple, Émile Zola, que j'adore, que je connais. Alors moi, j'étais persuadé qu'Émile Zola était mort chez lui, intoxiqué par sa cheminée, et vous dites que ça pourrait être un crime. Oui, mais moi aussi, j'ai été fasciné par ça. C'est né d'une émission que j'ai faite sur RTL à une époque, parce que je suis tombé sur la révélation de cette histoire. Alors,
C'était révélé longtemps, je crois qu'il est mort en 1902, c'était révélé 50 ou 60 ans plus tard. Hein, il avait passé l'été à Médan, sur l'île de Médan, où il y a le musée. Dans les Yvelines, oui, sa maison. Aujourd'hui. Il arrive avec sa femme à Paris, il avait un appartement dans le 9e arrondissement, pas très loin d'ici d'ailleurs. Ouais. Dans le 9e, voilà, rue de Bruxelles, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Il y a une plaque d'ailleurs, toujours aujourd'hui. Et comme l'appartement n'a pas été occupé de l'été, il demande au valet de chambre, parce qu'il a un valet de chambre, d'allumer le feu l'après-midi, parce qu'il fait un peu frais encore. Bon. Et le valet de chambre, quand il arrive, lui dit « Ah, la cheminée était bouchée, enfin, la chambre a été envahie de fumée, donc il ne faudra pas faire de feu. » Voilà. Et puis, il décide donc de ne pas faire de feu. Et c'est dans cette chambre qu'ils vont mourir. Oui. Vraiment d'une intoxication au gaz... Au monoxyde de carbone, oui, bien sûr. Au carbone. Oui. Alors, l'explication. Le temps passe, pendant 50 ans. Pendant 50 ans, on considère que c'est un accident domestique, comme on dit. Et puis, un journaliste de Libé, mais Libé, première manière, dans les années 50 ouais. fait une enquête, rencontre un pharmacien de Sarcelles qui a appartenu dans le passé à des ligues, vous savez, en 34, enfin dans les années 30, des ligues d'extrême droite et antisémites. Fascistes aussi, oui. Et ce type lui évoque son passé et lui dit, d'ailleurs, dans la Ligue des Patriotes, je crois que ça s'appelait comme ça, il y avait un gars qui s'appelait Henri Buron-Fosse. Alors, il était fumiste, c'est-à-dire, il s'occupait des cheminées, etc. Des cheminées. Et en 1902, à la date où, le jour précédant la mort de Zola, ce type était sur le toit de l'immeuble pour faire des travaux. Et il savait que Zola habitait là. Et donc, il a bouché la cheminée. Alors, ça, c'est ce qu'il raconte, effectivement. Il lui a dit j'ai voulu enfumer le cochon. D'accord. Et il l'aurait débouché le lendemain, c'est ça même, pour pas que la police trouve de traces. Parfait. Ouais, le crime parfait. Éventuellement, il faut se rappeler que depuis l'affaire Dreyfus, depuis le J'accuse, Zola était harcelé par les ligues d'extrême droite et les ligues antisémites. Il recevait des petits cercueils par la poste tous les matins. Il y avait même eu un attentat sur son palier. On avait fait exploser une bombe, quoi. Donc voilà. Et dans ces histoires, dans votre livre, on parle aussi... le dernier chapitre est consacré à Agatha Christie, c'est fascinant. Il y a aussi la disparition. La disparition d'Agatha Christie. D'un mot pour ceux qui disent mais qu'est-ce que vient faire Agatha Christie là-dedans? Qui est morte paisiblement dans son lit. Oui, alors qu'elle est morte à 85 ans, mais il y a une disparition digne de son livre. Elle n'a jamais expliqué les raisons de cette disparition. Elle a disparu 11 ou 12 jours, parce que ça c'est mon explication de tout le monde. Son mari, le colonel Christie, qui lui a donné son nom, lui avait annoncé qu'il voulait divorcer. Il en avait marre à la fois de sa notoriété, il accusait de ne pas s'occuper de sa fille, ni de lui, de tout faire pour... passer sa vie à écrire. Il voulait se marier avec sa maîtresse. Et il voulait épouser sa maîtresse. Et ce qui est formidable, c'est qu'elle a disparu mystérieusement en laissant avec un scénario qui pouvait accuser le mari. Et quand on l'a retrouvée dans une station balnéaire, dans le sud de l'Angleterre, on a découvert qu'elle était inscrite à l'hôtel sous le nom de la maîtresse de son mari. Ouais, c'est incroyable. Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'actualité des faits divers récents, il y a des faits divers qui pourraient un jour être dans un livre de Jacques Pradel? Je parle notamment de Normal Lelandais, de la tuerie de Chevaline, de l'affaire Daval, évidemment Xavier Dupont de Ligonnès. Tout ça, c'est des choses qui pourraient... Laquelle vous a le plus frappé dans l'histoire récente? Dupont de Ligonnès. Cité. Ah, pardon. L'affaire Jubilard. Ah oui, parce qu'il va y avoir un procès, sauf s'il y a là actuellement des avocats de la partie civile demandent à la justice de nouvelles investigations, etc. Mais théoriquement, à la fin de l'année 2025, voire au printemps 2026, il y aura le procès. C'est un procès
d'un crime sans cadavre, sans témoin, sans aveu. Sans preuve ou alors, avec des... Moi, je dirais pas sans preuve, parce que je pense... des téléphones qu'on bornait à certains endroits, oui, des mais choses. je pense quand même que le public et les journalistes ne savent pas tout du faisceau. Il y a forcément, pour qu'on garde quelqu'un en prison bientôt 4 ans ou 5 ans, il faut qu'il y ait quand même un faisceau de preuves. Alors, peut-être que c'est ce faisceau, individuellement, chaque élément n'est pas confondant, mais l'accumulation... fait qu'il y a un grand doute. Mais comment vous expliquez cet engouement pour les faits divers ? À chaque fois, les gens sont toujours fascinés. Oui, mais parce que les gens sont, comme moi d'ailleurs, des lecteurs de polar, parce que les gens sont curieux, parce que le scénario, là, par exemple, on vient de dire en 2 mots, l'affaire Jubilard, on peut s'identifier à la victime, une infirmière qui a des enfants, un mari qui a tout ce qu'il faut pour être un coupable idéal, voilà, et une enquête qui n'en finit pas, et qui ne débouche pas sur des preuves. Donc, c'est presque une fiction, vous voyez ? Et je pense que c'est comme les accidents d'avion, si vous voulez, il n'y a pas une cause qui explique l'engouement, mais c'est plusieurs causes qui amènent... tous ces éléments-là qui font que... on se passionne et on s'intéresse pour ça. Est-ce qu'aujourd'hui, notamment, vous parliez de l'affaire Jubilard et de ce faisceau de présomption, on sait que la police scientifique avait beaucoup de progrès, et c'est sans doute ça qui pourrait aider à la résolution. Par exemple, le meurtre du petit Grégory... Ce qui pourrait aider à la résolution, c'est de retrouver le cadavre. Non, mais bien sûr, mais par exemple, le meurtre du petit Grégory, c'était il y a 40 ans. Est-ce que pour vous, vous pensez que les progrès scientifiques pourront un jour permettre de résoudre cette affaire, ou est-ce que c'est trop tard ? Parce que l'affaire Grégory, on se dit que si elle avait eu lieu aujourd'hui, on l'aurait trouvée tout de suite. Pas forcément, mais l'enquête aurait fait beaucoup plus de progrès qu'à l'époque, et on aurait peut-être fait l'impasse sur l'accusation de Christine Villemain, qui a été, pour moi, je le trouve terrible, que ce qui est vraisemblablement une vengeance familiale, une jalousie familiale qui a coûté la vie à cet enfant, qu'on puisse reprocher à la mère d'avoir maquillé. Alors là, on est dans la fiction, d'avoir maquillé un accident domestique, inventé le truc, jeter son fils dans la Vologne. Enfin bon, ça tient pas le choc. Alors, je pense qu'effectivement, l'enquête aurait beaucoup plus de billes aujourd'hui parce que l'autopsie aurait été bien faite, parce que les preuves auraient été conservées, parce que, etc. Mais je pense qu'il reste un infime espoir, parce que l'affaire n'est pas close. Vous y croyez encore ? D'accord. Oui, l'affaire n'est pas close, mais Jean-Marie Villemain et Christine Villemain continuent à espérer. Alors ils ont plus de 60 ans aujourd'hui, ils ont 65 ans. Oui, mais on réanalyse maintenant. Vous savez, il y a quelques années, il fallait, je dis n'importe quoi, mais 50 grammes de matière organique pour sortir un ADN. Aujourd'hui, c'est une cellule. Une cellule suffit. Sûr, avec aussi les conséquences, c'est-à-dire il ne faut pas que cette cellule soit un ADN de contact, comme on dit, il ne faut pas que les gens aient serré une main, enfin bon, etc. Mais voilà, on a fait quand même des progrès considérables. Et heureusement. D'ailleurs, c'est pour ces raisons que vous voulez d'ailleurs prolonger le délai de prescription. Vous le dites dès votre prologue et vous appelez à un débat citoyen même. Oui, absolument. Voilà. Moi, ce que je voudrais, c'est pas forcément qu'on abolisse ce que beaucoup appellent le pardon légal, qui est impossible à entendre pour une famille qui a de victimes. Mais je pense qu'il faut garder dans notre système juridique et judiciaire le crime contre l'humanité comme le seul crime imprescriptible. Mais je pense que... Pour le reste, vous dites 40 ans, ce serait bien. C'est ça, à peu près 40 ans, ce serait bien. Voilà. Et ça a été porté à 20 ans en 2017, mais c'est pas suffisant par rapport au progrès de la police scientifique. Alors, des émissions de faits divers, aujourd'hui, il y en a toujours, plus sur la TNT d'ailleurs, depuis l'arrêt de Faites entrer l'accusé, et même depuis 3 ans sur M6, Julien Courbet et Nathalie Renou, on présente l'émission Appel à témoins,
qui ressemble quand même beaucoup à Témoin bien numéro sûr, 1, ce que mais vous vous avez savez, fait. Ils vous ont piqué votre idée, Jacques? Non, enfin, je les accuse pas d'avoir piqué mon idée parce que, tout simplement, les affaires criminelles n'appartiennent à personne et je souhaite que, en lançant... C'est dans cette même veine, à retrouver des témoins pour résoudre des cold notre cases. idée à Patrick Menet et à moi, en 94, quand on a lancé Sur TF1, oui. sur TF1 Témoin numéro 1, la seule chance qu'on avait, et qui a permis de résoudre, de contribuer à résoudre, parce qu'on ne s'est jamais pris pour des policiers ou des enquêteurs, mais on a contribué à résoudre 34 affaires criminelles Non enquêtées, non élucidées. Oui. en 34 émissions. Ouais. C'est pas mal comme bilan. Vous avez Pas mal. Mais on avait 78 ans. 8 à 10 millions de Oui, spectateurs. ça, Ouais, c'est voilà. énorme. Et comme disent les policiers, on sonnait à la porte, 10 millions de sonnettes C'est vrai. à la fois. Bon. Vous avez 78 ans aujourd'hui, pardon d'avoir dit votre âge comme ça. Est-ce que vous comptez un jour prendre votre retraite ou pas du tout? Non. Ça vous va très bien. Hein. Quelle mauvaise idée. Non, parce que le temps passe, effectivement. J'en fais beaucoup moins que dans le passé. Et puis, j'ai beaucoup donné, quand même. Je vous dis pas que je rêve tous les matins de refaire une émission de télévision. J'ai pas envie, quoi. Parce que je crois que je me suis bien exprimé de ce côté-là. C'est pour ça que... Et la radio, peut-être? Parce que ça, vous l'avez fait 10 ans, vous êtes parti en Bah, j'ai 2020. fait 10 ans, Est-ce que vous savez, auriez envie de reprendre ça ou de créer des podcasts Oui, mais- éventuellement, ce genre de choses? Oui, non. Puis voilà, j'ai envie j'aime bien écrire. Oui. Et parce que voilà, on peut relire tranquille choses. Bon, non, j'ai pas d'envie de notoriété parce que j'ai eu mon compte. Et voilà. Et Vous êtes heureux et vous allez continuer. je regarde les autres et quand j'apprécie, par exemple, sur les faits divers et les affaires criminelles, il y a une émission d'Arnaud Poivre d'Arvor qui s'appelle Non délucidé. Oui, exact. Et qui change de chaîne en chaîne, d'horaire en horaire. Je trouve ça très dommage parce que c'était une très bonne idée et c'est une très bonne émission. Voilà. Mais il y en a d'autres. Hein. Il y en a beaucoup. Une émission qui effectivement, s'appelle sur la Chronique TNT. criminelle sur TFX Dont vous faites la voix, animée par Karine Ferry tous les samedis soirs. Effectivement, Voilà. on peut la retrouver sur TFX. Merci beaucoup, Jacques Pradel, d'être venu nous voir. Je rappelle C'est que moi qui l'univers vous du crime est paru cette semaine aux éditions du Rocher, une trentaine d'histoires fascinantes, de grandes histoires, de grandes énigmes criminelles à découvrir ou même redécouvrir. Cécile, merci beaucoup. Merci Nicolas. Pour le buzz, cette semaine, nous revenons dès lundi sur Figaro TV. D'ici là, prenez soin de vous et merci encore de votre fidélité.